Bien qu'illégaux dans de nombreux pays, les objets utilisés par les dirigeants nazis sous leur régime sont devenus cultes pour de nombreux collectionneurs du monde entier. Si la plupart des artefacts, armes et documents récupérés pendant la guerre sont aujourd'hui conservés dans des institutions publiques ou des musées, il existe un important marché noir de souvenirs et d'objets liés à des hommes comme Hitler, Himmler et Göring, qui génèrent des millions de dollars de vente aux enchères illégales. Cela a conduit de nombreux États à intensifier leur traque de ces objets et de nombreux chasseurs de trésors à tenter de les devancer. Qu'est-il réellement arrivé aux objets les plus précieux du régime nazi, comme le drapeau Blutfahne ou le luxueux bâton de maréchal de Hermann? Göring, bâton de maréchal de Hermann. Göring, le bâton du maréchal Hermann Göring, chef de l'armée de l'air allemande, est l'un des plus hauts gradés nazis. Le bâton de commandement tire son origine du bâton attribué au consul romain qui représentait le commandement suprême sur chacun des états-majors des tribus romaines composant le peuple romain. Au fil du temps, ce pouvoir fut étendu aux légats romains, investis de l'autorité civile et militaire dans les provinces de l'Empire. Il existe cependant des documents plus anciens remontant à l'époque de la Grèce classique. Hitler fut celle du maréchal Werner von Blomberg. Le pommeau de cette canne était recouvert de velours bleu clair. Elle est actuellement conservée au Musée national d'histoire américaine. Washington, D.C. Hitler, a ensuite remis le premier bâton de l'armée de l'air à Hermann Göring, après sa promotion au grade de maréchal. Bien que son design soit similaire à celui de la canne Blomberg, avec son manche en velours bleu clair, elle incorporait les symboles de la croix de balcon de l'armée de l'air. De plus, ses embouts étaient incrustés de nombreux petits diamants. Elle est actuellement conservée au Musée national de l'infanterie de Fort Moore, en Géorgie. À l'été 1940, 3 bâtons de l'armée de l'air furent distribués. Recouverts de velours bleu, ils reprenaient le motif de la croix du balcon, ne différant que par les inscriptions individuelles à leurs extrémités. Un autre bâton de ce style fut distribué en 1943. Les bâtons de l'armée de l'air de 1940 étaient légèrement plus coûteux à fabriquer que ceux de l'armée de terre de 1940. Le seul bâton de commandement naval supplémentaire fut remis au grand amiral Karl Dönitz. Il était doté d'un manche en velours bleu et comportait un symbole de sous-marin à une extrémité. Il se trouve actuellement au Shropshire Regiment Museum de Shrewsbury, au Royaume-Uni, et fut offert par le major général G.B. Churcher, qui captura Dönitz à la fin de la guerre et prit le bâton. Mais parmi tous ces bâtons offerts par Hitler, un se démarquait. C'était le seul bâton de Reichsmarschall qui avait été donné à Hermann. Göring reçut le titre de maréchal du Reich, le plus haut grade militaire, lors d'une cérémonie de promotion qui se déroula à l'Opéra Kroll de Berlin le 19 juillet 1940. Si son apparence était similaire à celle des autres cannes des années 1940, elle se distinguait par sa valeur intrinsèque, car elle intégrait des matériaux exceptionnels en plus des matériaux précieux habituels. Le manche était en ivoire d'éléphant blanc et non en métal recouvert de velours. Les embouts étaient ornés de platine sur la bande d'inscription et de plus de 600 petits diamants. La canne fut fabriquée pour une valeur qui équivaudrait à environ 150 000 € aujourd'hui, une petite fortune. C'est probablement l'un des objets les plus convoités par les grands collectionneurs de souvenirs nazis, car c'est un objet unique et irremplaçable. Cependant, confisquée par les Alliés, elle est actuellement protégée et exposée au musée de l'armée américaine de West Point, à Highland Falls, dans l'État de New York. Totenkopf, les bagues tête de mort SS que les collectionneurs adorent. L'anneau d'honneur SS, plus connu sous le nom d'anneau du crâne, était une décoration de la Schutzstaffel. Il ne s'agissait cependant pas d'une reconnaissance officielle de l'État, mais d'un cadeau personnel offert par Heinrich Himmler lui-même à des membres distingués de la SS. Très convoitée, elle devint invendable, et même sous le nazisme, des répliques contrefaites furent fabriquées. La bague crâne était initialement remise aux officiers supérieurs de la vieille garde SS, moins de 5000. Elle fut ensuite étendue à tous les membres SS diplômés des écoles Junker et d'autres centres de formation SS. Chaque bague portait le nom du récipiendaire, la date d'attribution et la signature de Himmler gravée à l'intérieur. Elle comportait une lettre standard de Himmler contenant un message général, précisant toutefois qu'elle devait être portée uniquement à la main gauche, à l'annulaire. Dans cette lettre, selon Himmler, la bague était un
rappelle à être toujours prêt à risquer sa vie pour celle de tous. Avec l'expansion de la SS, nombreux furent ceux qui ne parvinrent pas à se procurer la bague, si bien que certains membres de la SS et de la police commandèrent à des bijoutiers locaux la fabrication de versions non officielles. Si un membre de la SS était renvoyé ou mis à la retraite, sa bague devait lui être restituée. En 1938, Himmler ordonna la restitution de toutes les bagues des SS et officiers décédés pour les conserver dans un coffre au château de Wewelsburg. Ce mémorial devait symboliser l'appartenance continue du défunt à l'ordre SS. Le symbolisme de la bague reflétait l'intérêt de Himmler pour le mysticisme germanique et incluait le symbole du Totenkopf, lié au culte de la mort, et les runes d'Armanen, liées au paganisme germanique. La bague a été conçue par Karl Maria Willigut, un occultiste autrichien responsable de la fabrication de la bijouterie familiale Otto, et Carolina Gar de Munich. Une rune Sig, à gauche et à droite du crâne, encadrée par un triangle, représente la puissance du soleil et l'énergie conquérante. Une rune Agal symbolise la foi et la camaraderie idéalisées par les dirigeants de l'organisation. Selon Guido, la signification ésotérique de la rune Agal était « Et enferme l'univers en toi, et tu le contrôleras ». D'autres runes liées à la protection contre le mal et au salut, ainsi que la croix gammée classique, complétaient l'iconographie gravée sur la bague. Au fil des ans, des bagues portant d'autres runes et divers symboles ont été retrouvées. Mais on pense qu'il s'agissait soit de répliques réalisées par des forgerons locaux à la demande d'officiers qui ne les avaient pas reçues de Himmler, soit de répliques créées après la guerre. En octobre 1944, Himmler ordonna l'arrêt de la fabrication et de l'attribution de la bague et que toutes les bagues restantes, environ 11 500, soient scellées sur une colline près de Wewelsburg. En janvier 1945, 64% des 14 500 bagues fabriquées avaient été restituées à Himmler après la mort de leur porteur. De plus, 10% avaient été perdus sur le champ de bataille et 26% étaient entre les mains de leur porteur ou leur localisation était inconnue. Les motivations exactes du chef SS pour prendre ces décisions sont inconnues, mais on pense que les bagues faisaient partie de sa propre loge, qu'il voulait imposer dans le dos d'Hitler et qu'il regretta face à la chute du régime. La lance du destin, l'objet le plus désiré d'Hitler. Parmi les nombreux objets enveloppés de mythologie, de symbolisme et de mystère dans l'histoire du nazisme, rares sont ceux qui ont autant captivé l'imagination populaire que la fameuse lance du destin. Cette relique, également connue sous le nom de lance de Longinus, était considérée comme l'arme avec laquelle le centurion romain Longinus transperça le flanc de Jésus lors de la crucifixion. Dans la vision ésotérique du monde prônée par certains nazis de haut rang, la lance représentait bien plus qu'un objet religieux. C'était un artefact de pouvoir, un outil magique qui conférait la domination du monde à son possesseur. Cette idée séduisait particulièrement Adolf Hitler, qui développa une profonde fascination pour elle durant sa jeunesse à Vienne et, une fois au pouvoir, en fit le symbole de sa destinée impériale. Durant les années précédant la Première Guerre mondiale, le jeune Hitler passa de nombreuses heures au musée du trésor impérial de la Hofburg de Vienne, où la lance était exposée aux côtés d'autres reliques du Saint-Empire romain germanique. C'est là, selon certaines sources, qu'Hitler aurait vécu une expérience quasi mystique devant l'objet et en serait venu à croire qu'il possédait un pouvoir qu'il pouvait canaliser à des fins politiques et spirituelles. Bien que ces affirmations manquent de preuves documentaires solides, elles reflètent la manière dont le mythe s'est mêlé à l'histoire réelle. Lorsqu'Hitler annexa l'Autriche en 1938, l'une de ses premières priorités fut de transférer la lance du destin à Nuremberg, ville qu'il considérait comme le cœur symbolique du Troisième Reich. Avec d'autres pièces du trésor impérial, la lance fut placée dans un caveau souterrain sous l'église Saint-Laurent, à l'abri des bombardements alliés. Dans son nouvel emplacement, la relique n'était pas seulement une pièce de collection, elle était considérée comme une sorte de talisman politique. Pour la propagande nazie, sa possession renforçait le récit de la continuité entre le Reich millénaire et le nouvel empire arien. Cependant, à mesure que la guerre touchait à sa fin et que le Reich s'effondrait, les trésors cachés des nazis commencèrent à se disperser.
En avril 1945, les troupes américaines entrant à Nuremberg découvrirent la lance ainsi que le reste du trésor du Saint-Empire romain germanique. La découverte fut effectuée par un détachement de l'armée dirigé par le lieutenant Walter Horn, historien de l'art allemand en exil, aujourd'hui rattaché à l'Office des monuments, des beaux-arts et des archives, également connu sous le nom de monument. Homme. Walter Horn possédait une connaissance exceptionnelle de l'histoire de l'art européen et comprenait la valeur symbolique de la lance. C'est grâce à lui que la lance fut préservée, cataloguée et restituée à Vienne en 1946, où elle fut à nouveau conservée au trésor impérial. Le retour de la lance à l'Autriche était non seulement une opération de restitution culturelle, mais aussi un geste visant à rompre tout lien symbolique entre les vestiges du nazisme et les symboles impériaux. Depuis lors, la lance du destin est restée sous la garde des Autrichiens. Bien qu'elle ait fait l'objet de multiples théories du complot, des études historiques et scientifiques ont établi qu'elle date probablement d'une période postérieure à Jésus-Christ et que son lien avec Longin est purement légendaire. Cependant, sa valeur en tant que symbole politique et culturel demeure intacte. Elle est apparue dans des romans, des films et des œuvres ésotériques, perpétuant l'idée qu'Hitler y cherchait un instrument de domination mystique. Aujourd'hui, la lance est conservée sous une vitrine au palais de la Hofburg. Ce n'est plus un emblème de conquête, mais une relique ambiguë, chargée d'un passé trouble et de multiples significations. Son histoire, entre légende et réalité, illustre comment des objets peuvent être transformés en vecteurs d'idéologie et comment leur sort ultérieur révèle les tentatives visant à les dépouiller de ce pouvoir symbolique. Ce qui était autrefois considéré comme un instrument du pouvoir impérial n'est plus aujourd'hui qu'une simple pièce de musée. L'autre Alexandrie. Qu'est-il arrivé à la bibliothèque personnelle d'Hitler? Peu d'objets offrent un accès aussi intime à l'esprit d'un personnage historique que sa bibliothèque personnelle. Dans le cas d'Adolf Hitler, sa collection de livres révèle non seulement ses obsessions idéologiques, mais aussi ses insécurités, ses aspirations culturelles et ses contradictions personnelles. Bien qu'il se présentât comme un ennemi de l'intellectualisme traditionnel, Hitler était un lecteur compulsif. On estime que sa bibliothèque personnelle comptait entre 6 000 et 16 000 volumes, dont beaucoup étaient soulignés, annotés ou marqués de signets. Après l'effondrement du Troisième Reich, ces livres sont devenus un butin culturel, des artefacts analytiques et, dans certains cas, des trophées historiques. La formation intellectuelle d'Hitler fut chaotique et autodidacte. Après avoir quitté le lycée sans diplôme et avoir échoué à intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, Hitler vécut des années dans des conditions précaires, d'abord à Vienne, puis à Munich. Durant cette période, il trouva dans les livres un moyen de structurer sa pensée. Il lut avidement sur l'histoire, la politique, la mythologie, l'architecture et la théorie raciale allemande. Sa bibliothèque, modeste mais importante, comprenait des ouvrages tels que le Juif international d'Henry Ford, des livres de Houston Stewart Chamberlain, des pamphlets pangermanistes et des essais sur l'art classique et le romantisme allemand. Une fois au pouvoir, Hitler continua d'accumuler des livres à un rythme effréné. Sa bibliothèque était dispersée entre ses résidences, la chancellerie du Reich à Berlin, sa retraite de montagne au Berghof et son appartement à Munich. Les ouvrages étaient organisés non pas selon des critères académiques, mais plutôt thématiques, mêlant souvent littérature classique et traités pseudo-scientifiques. Parmi ses auteurs préférés figuraient Goethe, Schopenhauer et Nietzsche, bien que son interprétation de ces penseurs fût sélective et utilitaire. Il possédait également plusieurs éditions de Mein Kampf, ainsi que des œuvres écrites par des membres de son entourage proche et par des idéologues nazis. L'un des aspects les plus troublants de sa collection était son volume d'ouvrages sur la religion, l'ésotérisme et l'occultisme. Bien qu'Hitler prétendît mépriser le mysticisme, sa bibliothèque comprenait des ouvrages sur l'astrologie, les sociétés secrètes, les runes germaniques et la symbolique païenne. Ces textes reflètent le climat idéologique qui l'entourait, où les théories raciales étaient mêlées à des mythologies aryennes réinventées pour légitimer la suprématie du peuple allemand. De même, la bibliothèque comprenait des études archéologiques, des livres sur des expéditions en Inde et au Tibet, et des textes tentant de retracer les prétendues racines atlantes de la civilisation aryenne.
Alors que le Troisième Reich commençait à s'effondrer dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, Hitler ordonna la mise en sécurité d'une grande partie de ses biens personnels. Une partie de sa bibliothèque fut transférée dans des abris anti-aériens et des dépôts secrets du sud de l'Allemagne et d'Autriche. Cependant, après la chute de Berlin en 1945, nombre de ces ouvrages furent confisqués par les Alliés, notamment américains et soviétiques, dans le cadre de l'opération de récupération et de documentation de l'appareil culturel nazi. Certains de ces livres furent conservés comme preuves, d'autres furent distribués dans des bibliothèques et plusieurs disparurent tout simplement ou finirent dans des collections privées. Une part considérable des livres d'Hitler au Berghof a été découverte par les troupes américaines qui occupaient le site. Nombre de ces volumes ont été emportés aux États-Unis et ont fini dans des institutions comme la Bibliothèque du Congrès. Quelques 1200 livres ayant appartenu à Hitler y sont encore conservés dans des conditions particulières. Nombre de ces exemplaires portent des marques personnelles, soulignements, notes marginales, signatures ou encore lex libri gravé à son nom. Cet ensemble de livres a fait l'objet de recherches universitaires visant à comprendre l'évolution de la pensée d'Hitler ainsi que les types de sources qui ont façonné sa vision du monde. Parallèlement, l'Union soviétique s'est également approprié une partie des archives culturelles nazies et l'on soupçonne que certains livres d'Hitler ont été emportés à Moscou, bien que le sort exact de nombre d'entre eux reste incertain. La dispersion de sa bibliothèque rend difficile une reconstitution complète. Certains chercheurs ont passé des décennies à tenter de localiser les volumes perdus en retraçant leur apparition lors de ventes aux enchères ou dans des bibliothèques universitaires. La bibliothèque personnelle d'Hitler est ainsi devenue un véritable casse-tête historique, partiellement préservée mais incomplète. Heavy Metal, le destin de la superbe Mercedes-Benz d'Hitler. Parmi les luxes dont Hitler bénéficiait en tant que chef du parti nazi figuraient les plus belles voitures allemandes, des Mercedes-Benz. À ce jour, elles comptent parmi les automobiles les plus élégantes et les plus sophistiquées au monde. La collaboration entre Hitler et le constructeur allait durer près de 2 décennies et l'équipe allait produire de nombreux véhicules et autres équipements pour l'effort de guerre allemand. Hitler utilisait 5 berlines décapotables de type 770K pour son entourage en Allemagne. Cependant, le Führer lui-même voyageait dans une voiture à toit rigide, relativement protégée. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, alors qu'il voyageait dans une voiture décapotable, a peut-être incité Hitler à toujours utiliser des berlines Mercedes-Benz fermées, sauf pour se pavaner lors d'un défilé. Cette précaution fut confirmée après l'assassinat du général Reinhard Heydrich à Prague en 1942 dans une voiture décapotable, après quoi Hitler commanda 20 berlines blindées MBZ 540K. Hitler avait déjà opté pour des limousines lourdement blindées et avait auparavant commandé 2 autres modèles 770K. Le modèle 770K était connu sous le nom de Grosser Mercedes Offener Tourenwagen. Avec son moteur 8 cylindres en ligne de 7655 cm3, son simple arbre à cames en tête et ses 2 carburateurs, développant 230 chevaux lorsque le compresseur était activé, le véhicule pouvait atteindre 193 km/h, 120 mph, malgré un poids de 4500 kg, 10,800 pounds. Son poids colossal était dû en partie au blindage supplémentaire de 6 mm au plancher et de 3 mm aux portes, ainsi qu'à un vitrage pare-balles de 40 mm d'épaisseur. 3 sièges rabattables étaient situés derrière le siège conducteur, permettant à la voiture d'accueillir 9 personnes. Entièrement recouverte de cuir, elle était dotée d'un plancher surélevé de 12,7 cm sur le côté droit pour donner à Hitler une apparence plus grande en position debout. Le siège avant se rabattait pour lui offrir plus d'espace en position debout. La voiture disposait d'un réservoir d'essence de 240 litres et d'une autonomie de 240 km. Mais pouvait atteindre 4,8 litres en ville. Elle était également équipée d'une suspension à lame indépendante aux 4 roues, de freins assistés à double système et de pneus de 21 sur 43 cm. Hitler commanda une autre Mercedes 770K entièrement fermée en 1943, équipée d'un toit en acier renforcé en plus du blindage et des équipements de ses précédentes voitures.
Hitler souhaitait faire connaître au monde la supériorité de l'ingénierie allemande. À cette époque, l'Allemagne était à la traîne en matière de motorisation. Hitler promit au peuple allemand un développement rapide de l'industrie automobile et lança un programme de construction accéléré du réseau autoroutier, dont la première ouvrit en mai 1935. Avec le soutien du gouvernement, Mercedes-Benz doubla sa production, passant de 6 000 véhicules en 1932 à 12 000 en 1934. En 1935, ce nombre avait plus que doublé, atteignant 25 000. Si le nombre exact des 770 000 véhicules blindés fabriqués par l'entreprise allemande est inconnu, d'autres nazis de haut rang, tels que Göring, Himmler et Goebbels, disposaient de leur propre modèle. Parmi ces voitures, 3 ont été retrouvées. La Blue Goose de Göring, nommée d'après sa couleur de peinture, la limousine 770K de Himmler et la 770K d'Hitler, ces 2 dernières étant actuellement exposées dans des musées. Les armes infâmes et magnifiquement gravées de Himmler. Les objets récupérés de la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux appartenant à des dirigeants nazis ou étroitement associés à eux, sont souvent des objets cultes pour certains passionnés d'histoire et collectionneurs liés aux idéologies fascistes. Parmi les pièces les plus convoitées figurent les curieux pistolets d'Heinrich Himmler. Il ne s'agissait pas des pistolets qu'il utilisait réellement, car la plupart des nazis, surtout vers la fin de la guerre, portaient les armes disponibles. Il s'agissait plutôt d'armes de poing créées en guise de reconnaissance ou de cadeaux spéciaux pour les officiers SS éminents. Tout d'abord, il convient de mentionner le célèbre Sauer 38H signé par Heinrich Himmler. Ces pistolets de tir furent produits durant les dernières années du régime nazi, avant que l'effort de guerre ne les oblige à réduire leur production d'armes. Connu des collectionneurs sous le nom de J.P. Sauer et fils Heinrich Himmler, modèle 38H, ce pistolet extrêmement rare était utilisé lors de compétitions de tir. Ces pistolets auraient été remis aux tireurs d'élite allemands ayant abattu 100 tirs confirmés, une sorte de version plus brutale de la médaille pour le mérite. Bien qu'une centaine de ces pistolets aient été fabriqués, seuls 5 exemplaires sont connus, dont l'un a été saisi au domicile d'Hitler à Berchtesgaden, qu'il aurait également reçu en cadeau du chef de la SS. Certains des modèles récupérés ont été vendus aux enchères, les récentes ventes publiques ayant atteint plus de 80 000 $. Côté caractéristiques techniques, ce modèle exclusif 38 arbore une finition bleu brillant avec l'inscription de présentation sur le côté gauche de la glissière. L'inscription DEM figure sur le côté gauche de la glissière, Scharfschützen, suivie d'une signature gravée en fac-similé H. Himmler, indiquant que chaque arme représentait la faveur du Reichsführer SS. Le côté droit de la culasse porte la légende d'usine standard de fin de production sur 2 lignes J.P. Sauer & Son, Sul-Cal, 7,65, que l'on retrouve sur le côté opposé des pistolets de production standard. La culasse est numérotée en interne pour correspondre à la carcasse et le pistolet est doté de plaquettes de crosse en plastique noir quadrillé, ornées du monogramme Sauer dans un cercle sur la poignée gauche. Bien qu'à première vue, il ressemble à un petit pistolet ordinaire, la signature gravée de Himmler et les légères différences avec le Sauer. 38 courants en font un objet très recherché par les tireurs et les collectionneurs, et des milliers de répliques sont aujourd'hui vendues en ligne. Cependant, le Sauer 38 n'était pas le pistolet le plus exclusif à porter la signature d'Himmler. Cette place revenait au Walter PP H. Himmler, un pistolet gravé et fabriqué à la main, destiné à être porté comme décoration ou insigne par d'importantes personnalités nazies ou d'éminents officiers SS. Ces armes ont varié au fil des ans, certaines présentant un type de travail similaire au célèbre pistolet en or d'Hitler, tandis que d'autres étaient gravées sur un profil et des inscriptions sur l'autre, avec des détails et des décorations pouvant varier. Quoi qu'il en soit, et compte tenu des modèles récupérés ou capturés après la guerre, les historiens ont confirmé que les pistolets eux-mêmes sont d'authentiques chefs-d'œuvre de la gravure Walter, et tous portent le fac-similé gravé de la signature H. Himmler. Bien sûr, il est encore aujourd'hui très difficile de trouver des versions originales de ces armes, et la grande majorité sont des répliques de qualité et de savoir-faire divers. Ces quelques exemplaires
ont été vendus à des collectionneurs privés pour des dizaines de milliers de dollars et sont parfois exposés dans des musées ou des expositions d'armes historiques. La musique qui a calmé la bête, le piano personnel d'Eva Braun. Le piano personnel d'Eva Braun est l'un des objets les plus emblématiques de l'atmosphère intime qui entourait Adolf Hitler dans sa résidence alpine, le Berghof. Braun, partenaire d'Hitler depuis les années 1930, était une figure ambiguë, officiellement et publiquement tenue en marge du pouvoir, mais en pratique très proche du centre névralgique du régime. Le Berghof, dans les Alpes bavaroises, servait de refuge commun, de lieu de repos et d'isolement pour l'élite nazie. Là, Eva tentait de reproduire un style de vie bourgeois, incluant soirées musicales, films familiaux, promenades et fêtes privées. Dans ce contexte, le piano devint un objet central de divertissement et de vie quotidienne. Il s'agissait d'un piano droit de haute qualité, fabriqué par la maison Blüthner, l'une des plus prestigieuses d'Allemagne. L'instrument, en bois sombre, présentait des détails de marqueterie et une sonorité chaleureuse, idéale pour les petites pièces du Berghof. Bien qu'Eva Braun ne fût pas pianiste professionnelle, elle jouait des morceaux populaires de l'époque, des valses et des compositions simples qui animaient les soirées de la résidence. Plusieurs photographies et témoignages de visiteurs du Berghof, tels que le photographe Heinrich Hoffmann ou la secrétaire Traudel, sont disponibles. Jung mentionne le piano comme élément du décor standard de la salle principale. Outre Eva, d'autres visiteurs l'utilisaient, notamment des membres du cercle intime d'Hitler, comme Albert Speer, passionné de musique classique. Bien qu'Hitler n'ait reçu aucune formation musicale, il était profondément sensible à la musique et la considérait comme un moyen d'exaltation nationaliste. Cependant, le piano d'Eva remplissait une fonction différente, non pas comme symbole de la culture allemande, mais comme vecteur d'intimité, d'évasion et de normalité forcée au cœur de l'horreur. À la chute du Troisième Reich en 1945, le Berghof fut bombardé et pillé, comme de nombreux autres biens nazis. Le piano d'Eva Braun figurait parmi les objets volés comme trophées par les soldats alliés. On sait qu'une unité de l'armée américaine l'a transporté hors d'Allemagne, et après plusieurs années de disparition, il est réapparu au Royaume-Uni, entre les mains d'un collectionneur privé. Dans les années 2010, il a été mis aux enchères par une maison de vente britannique, déclenchant une vague de critiques concernant la vente d'effets personnels de personnalités nazies. L'instrument a finalement été acquis par un acheteur anonyme et sa localisation exacte est restée inconnue depuis. Vice bourgeois, où est le service à thé en or d'Hitler? Parmi les objets les plus curieux ayant survécu au déclin du Troisième Reich figure le service à thé en or ayant appartenu à Adolf Hitler. Ce luxueux service en porcelaine, fabriqué par la prestigieuse manufacture de Meissen, est l'une des pièces les plus représentatives de la dualité entre l'image austère que projetait le dictateur et l'environnement ostentatoire qui l'entourait dans sa vie privée. Hitler était connu pour promouvoir une image publique de sobriété et de maîtrise de soi. Il ne fumait pas, buvait rarement d'alcool et se présentait comme un homme aux habitudes simples. Cependant, sa vie privée, notamment au Berghof, sa résidence dans les Alpes bavaroises, démentait cette image. Là, entouré de luxe et de confort, il recevait ses invités, organisait des réunions informelles et cultivait une atmosphère de pouvoir soigneusement mise en scène. Dans ce contexte, le service à thé en or jouait un rôle symbolique. Il représentait non seulement sa position, mais aussi sa vision d'un Reich éternel, raffiné et dominant. Ce service, fabriqué dans les années 1930, comprenait une douzaine de tasses, soucoupes, pichets, théières et cuillères à café, tous ornés de bords dorés, de décorations néoclassiques et de l'aigle impérial gravé à côté des initiales AH. Son usage était réservé aux réunions privées de haut rang. Eva Braun, proche compagne d'Hitler, offrait fréquemment des thés au Berghof où ce service en porcelaine était utilisé, suggérant qu'au-delà des discours publics, un style de vie luxueux, soigneusement circonscrit à la sphère privée, était cultivé au sein des dirigeants du régime nazi. À la fin de la guerre, de nombreux biens d'Hitler furent pillés ou réquisitionnés par les soldats alliés. Le Berghof fut bombardé en avril 1945 par l'aviation britannique, puis pillé par les troupes américaines et les civils locaux. C'est dans ce contexte que le service à thé fut démantelé et ses pièces dispersées. Certaines d'entre elles finirent entre les mains de soldats comme souvenirs de guerre.
D'autres sont apparus des décennies plus tard lors de ventes aux enchères privées, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'apparition de ces pièces sur le marché a suscité la controverse. D'un côté, certains les considèrent comme des objets historiques à valeur documentaire. De l'autre, on craint qu'elles ne deviennent des objets de fétichisme ou de culte de la part de groupes néo-nazis. Musées et institutions ont choisi d'aborder le sujet avec prudence. Certaines pièces ont été acquises à des fins de recherche, d'autres ont été rejetées pour des raisons éthiques. Symboliquement, le service AT représente l'un des grands paradoxes du nazisme, un régime qui s'est proclamé ennemi de la décadence bourgeoise, mais qui en a reproduit les formes les plus élitistes. Alors que des millions de personnes étaient persécutées, déportées ou assassinées, les dirigeants du Troisième Reich s'entouraient d'objets de luxe qui contrastaient brutalement avec les souffrances qu'ils causaient. Aujourd'hui encore, des pièces du service AT en or d'Hitler continuent d'apparaître occasionnellement dans des collections privées ou des maisons de vente aux enchères. Chacune d'elles porte un poids historique difficile à ignorer. Ce sont des objets qui, en raison de leur apparente banalité, peuvent paraître inoffensifs, mais qui en réalité condensent la contradiction entre le discours public du nazisme et sa pratique privée du pouvoir. L'épée et le serpent. Qu'est-il arrivé aux épées de cérémonie SS ? Outre les mystérieux anneaux à tête de mort, les officiers SS recevaient également des épées et des dagues coûteuses en reconnaissance officielle de leurs exploits ou de leurs services. L'épée d'honneur SS était une épée de cérémonie portée avec l'uniforme SS entre 1935 et 1945. Introduite en 1935, l'épée SS fut conçue par Karl Diebitsch, conseiller personnel de Heinrich Himmler pour l'art et le design au sein de la SS. L'arme possédait une lame longue, fine et droite, fabriquée en différentes longueurs pour s'adapter à la taille du porteur. La poignée du Degen présentait un arceau en forme de D et une poignée en bois noir rainuré. La poignée était cerclée de fils d'argent et ornée d'un disque incrusté portant les runes SS disposées en éclair droit. Le fourreau était peint en émail noir et orné de montures argentées décoratives en haut et en bas. Il était généralement utilisé avec un nœud en aluminium tressé, orné des runes SS en noir sur la poignée. L'épée d'officier était officiellement décernée, accompagnée d'un certificat signé de la main de Himmler à certains officiers SS en reconnaissance de leurs mérites exceptionnels. Elle était également décernée aux officiers diplômés des centres de formation d'officiers SS. La version pour sous-officiers était similaire à celle pour officiers, mais dépourvue des décorations argentées reflétant leur rang inférieur. Il existait également une version spéciale avec une lame en damas, un alliage raffiné réputé pour sa surface grainée et son extrême durabilité. Ces épées étaient extrêmement rares, Himmler les offrant personnellement à quelques privilégiés, généralement des officiers SS de haut rang, ou d'importants hommes d'affaires ou hommes d'État ayant au moins le grade honorifique de SS Oberführer. Comme elles étaient généralement offertes à leurs destinataires le jour de leur 50e anniversaire, elles étaient également appelées épées d'honneur d'anniversaire. Les quelques exemplaires retrouvés de ces épées démontrent qu'elles étaient fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité et, sur le marché noir des objets nazis, elles sont considérées comme une rareté précieuse. Aujourd'hui, les épées de cérémonie comptent parmi les objets les plus recherchés par les amateurs de souvenirs nazis, bien que la grande majorité des épées sur le marché soient des répliques fabriquées par des artisans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Habillés pour tuer, le sort des uniformes des dirigeants nazis. Au sein de l'appareil symbolique du Troisième Reich, les uniformes jouaient un rôle crucial. Plus que de simples vêtements, ils constituaient des éléments de propagande soigneusement conçus pour projeter puissance, ordre, hiérarchie et mysticisme. Les uniformes de cérémonie des dirigeants nazis étaient des pièces de haute couture qui véhiculaient l'esthétique autoritaire du régime et contribuaient à sa théâtralisation du pouvoir. Aujourd'hui, nombre de ces uniformes ont survécu sous forme d'objets de musée, de trophées de guerre ou de pièces de collection, et leur sort soulève des questions éthiques et culturelles complexes. La conception de ces uniformes était méticuleusement planifiée. Heinrich Himmler, chef de la SS, commanda personnellement la création d'un uniforme évoquant à la fois la discipline prussienne et l'aura d'un ordre ésotérique.
Pour y parvenir, ils firent appel à des créateurs tels que Karl Diebitsch et le célèbre tailleur Hugo Boss, dont l'entreprise produisait une grande partie des tenues officielles du parti nazi. Le résultat, des uniformes noirs à la coupe précise, ornés de détails argentés, d'insignes runiques, de ceintures en cuir et de bottes hautes, qui conféraient à leurs porteurs une image imposante et ritualisée. Dirigeants du régime possédaient plusieurs versions de leurs uniformes de combat, de travail, de représentation et de cérémonie. Ces derniers étaient portés lors d'événements officiels, de défilés, de réceptions diplomatiques ou de fêtes. Ils étaient plus ornés que les uniformes de service, avec broderies, médailles, écharpes, sabres et décorations. Dans bien des cas, il s'agissait de pièces uniques, fabriquées sur mesure, qui affichaient le rang et les exploits de celui qui les portait. L'obsession de la hiérarchie et de la distinction visuelle faisait partie intégrante du culte du pouvoir nazi. À la fin de la guerre, des milliers de ces uniformes furent confisqués par les Alliés, notamment par les troupes américaines et soviétiques. Certains furent saisis comme preuve lors des procès de Nuremberg, tandis que d'autres furent conservés comme souvenirs par les soldats, voire revendus au marché noir. Certains finirent dans des musées militaires en Europe et en Amérique du Nord, comme l'Imperial War Museum, musée de Londres ou le musée national de la Seconde Guerre mondiale de la Nouvelle-Orléans, où ils sont exposés dans un cadre pédagogique strict. Cependant, le commerce et la collection d'uniformes nazis restent un sujet controversé. Dans des pays comme l'Allemagne, l'exposition publique de symboles nazis est sévèrement restreinte. De nombreux uniformes sont donc conservés hors champ ou présentés sans emblème. Ailleurs, ils ont fait l'objet de ventes aux enchères privées, suscitant la controverse en raison de leur prix élevé et du profil de certains collectionneurs. Le fétichisme qui entoure ces objets a été vivement critiqué, car il risque de banaliser ou d'esthétiser l'horreur du régime nazi. Certains uniformes ont une histoire particulière. L'uniforme blanc de Hermann. L'uniforme de Göring, par exemple, était l'une des pièces les plus marquantes du régime. Confectionné dans un tissu de haute qualité et décoré de médailles, cet uniforme a été récupéré par les troupes américaines et présenté lors d'expositions itinérantes sur le nazisme. D'autres, comme l'uniforme de cérémonie de Himmler, ont fait l'objet de litiges juridiques entre collectionneurs et musées concernant leur provenance ou leur utilisation dans des productions cinématographiques. Origine du mal. Qu'est-il arrivé au dossier secret d'Alfred Rosenberg ? Parmi les documents les plus précieux de l'appareil idéologique du Troisième Reich figuraient les archives personnelles secrètes d'Alfred Rosenberg, figure clé de la construction de la pensée raciste et expansionniste nazie. Intellectuel du régime, ministre des territoires de l'Est occupés et théoricien de premier plan du nouvel ordre nazi, Rosenberg a accumulé au fil des ans une archive monumentale de textes, mémorandums, lettres, décrets et manuscrits documentant non seulement sa pensée, mais aussi les politiques d'occupation, de germanisation et de pillage culturel mises en œuvre en Europe de l'Est. Ces archives étaient à la fois personnelles et institutionnelles. Rosenberg n'a pas seulement écrit et rassemblé des idées racistes et antisémites, il a également dirigé le Einsatzstab. Reichsleiter Rosenberg, une unité chargée du pillage systématique des bibliothèques, archives, musées et collections privées des territoires occupés. À mesure que les troupes nazies avançaient, l'ERR saisit des milliers de livres, d'œuvres d'art, de documents religieux et scientifiques qui furent envoyés à Berlin pour soutenir la construction d'un grand centre d'études idéologiques planifié par Rosenberg. À la fin de la guerre, les archives furent cachées. Face à la défaite imminente du Troisième Reich, de nombreuses personnalités du régime cherchèrent à détruire ou à diffuser les preuves de leurs crimes. Cependant, les archives Rosenberg furent localisées par des soldats américains en 1945 dans une mine de sel à Ungen, près de Francfort, où les nazis avaient entreposé une grande quantité de documents et d'objets pillés. C'est là, parmi des tonnes de documents et de biens culturels, que se trouvaient ces archives uniques, couvrant une multitude de sujets, des plans de germanisation de l'Ukraine aux directives sur les persécutions religieuses dans les territoires occupés. Cette découverte fut considérée comme d'une valeur inestimable par les Alliés. Les archives furent transférées aux États-Unis dans le cadre du projet de documentation promu par l'Office of Strategic Services, précurseur de la CIA. Pendant des décennies,
Elles restèrent aux mains du gouvernement américain sous la protection de l'Institut Hoover. Institution de l'Université de Stanford, elle servait de source à la recherche universitaire et judiciaire. Cependant, son existence est restée largement méconnue du public jusqu'à une période avancée du XXIe siècle. Ce n'est qu'en 2013 que le gouvernement américain a décidé de restituer les archives à l'Allemagne. Lors d'une cérémonie officielle à Berlin, plus de 400 boîtes contenant des dizaines de milliers de documents originaux ont été remises. Cette restitution constituait un acte de justice historique et a permis aux historiens allemands d'accéder directement à des documents essentiels à la compréhension des rouages idéologiques du Troisième Reich. Depuis lors, les archives sont conservées aux archives fédérales allemandes et sont partiellement accessibles aux chercheurs. Le contenu des archives s'étend des traités philosophiques de Rosenberg, avec sa vision d'une Europe dominée par la race aryenne, au rapport sur les structures administratives nazies en Europe de l'Est. Elles comprennent également de la correspondance avec d'autres dirigeants nazis tels que Himmler et Bormann, ainsi que des documents sur les pillages culturels en France, en Pologne, en Lituanie et en Ukraine. La richesse et la variété de la documentation font de ces archives une source indispensable pour comprendre comment le nazisme a combiné idéologie, politique et criminalité au sein d'une structure totalitaire unique. Bijoux volés, des bijoux confisqués à des familles juives. L'un des aspects les plus cruels et les plus systématiques de la persécution nazie fut la dépossession économique des Juifs européens. Avant même leur déportation vers les camps de concentration ou d'extermination, les familles juives étaient soumises à un système de pillage parfaitement structuré, comprenant la confiscation de leurs maisons, de leurs comptes bancaires, de leurs œuvres d'art et, surtout, de leurs bijoux. Ces objets de valeur, qui étaient souvent des héritages familiaux, des symboles d'identité ou de simples garanties de sécurité face à un avenir incertain, étaient saisis par le régime et dispersés par des canaux étatiques et privés, depuis les premières lois antisémites en Allemagne en 1933, et avec une intensification particulière après la Nuit de Cristal en 1938, l'appareil nazi a perfectionné les mécanismes juridiques pour justifier le pillage. Les déclarations de patrimoine obligeaient les citoyens juifs à enregistrer tous leurs biens de valeur. Ce qui n'était au départ qu'un contrôle bureaucratique est finalement devenu le fondement d'un vol légalisé. Les bijoux tels que bagues, colliers, montres, broches, pièces d'or ou pierres précieuses étaient confisqués par la Gestapo, la SS ou le ministère de l'économie, qui les fondaient, les vendèrent sur le marché ou les stockaient comme réserve du Reich. Lors de la déportation vers les camps, les prisonniers étaient dépouillés de leurs biens dans les gares, les centres de transit ou à leur arrivée à leur destination finale. À Auschwitz et dans d'autres camps d'extermination, les archives montrent que les bijoux étaient systématiquement collectés, triés et expédiés à Berlin. Souvent, leurs propriétaires les dissimulaient parmi les vêtements ou les coutures dans une ultime tentative de préserver quelque chose qui leur appartenait. Les nazis le savaient et des documents médico-légaux ultérieurs montrent comment même les dents en or étaient ouvertes sur les cadavres pour en extraire jusqu'à la dernière once de trésor. Après l'effondrement du Troisième Reich, une quantité importante de ces bijoux fut récupérée par les forces alliées. Une grande partie fut entreposée dans des dépôts secrets, comme les mines de sel de Mercœur, en Thuringe, où l'armée américaine découvrit des tonnes d'or, d'argent et d'œuvres d'art volées. Cependant, la majeure partie du butin ne fut jamais retrouvée. Facilement transportables, ces bijoux furent également pillés par les soldats, trafiqués au marché noir ou fondus pour effacer leur origine. Pendant des décennies, la restitution de ces biens fut un processus lent et fragmentaire. Dans certains cas, les familles juives survivantes purent identifier et revendiquer des pièces spécifiques ayant appartenu à leurs ancêtres. Mais la plupart des objets ne portaient aucun marquage permettant de les retracer, et de nombreuses administrations d'après-guerre se montrèrent peu soucieuses d'accélérer les restitutions. Ce n'est que dans les années 1990 que des efforts internationaux plus sérieux se développèrent, sous l'impulsion d'organisations telles que le Congrès juif mondial et les accords de Washington sur les biens spoliés de l'Holocauste. Ces dernières années, plusieurs musées européens ont été au cœur de controverses pour avoir conservé des bijoux ou des objets de valeur sans documentation claire sur leur provenance. Les scandales se sont également multipliés,
impliquant des maisons de vente proposant des pièces potentiellement issues de pillages nazis. Dans certains cas, ces pièces ont été retirées de la circulation et restituées à des familles ou institutions juives, bien que le processus reste lent, complexe et souvent frustrant. Les bijoux confisqués aux familles juives ne sont pas seulement des objets de valeur matérielle. Ils témoignent silencieusement d'une politique systématique d'anéantissement qui a débuté par le déni des droits civiques et s'est achevée par l'extermination physique. Par leur beauté et leur fragilité, ces pièces incarnent des histoires de perte, de déracinement et de violence, mais aussi de mémoire, de justice et, dans certains cas, de réparation. Aujourd'hui, chaque bague retrouvée, chaque collier identifié représente un petit acte de reconstruction face à une histoire que le nazisme a tenté d'effacer avec une précision brutale. Le tableau indélébile, le portrait officiel d'Hitler peint par Heinrich Knier. Au cœur de l'iconographie du Troisième Reich, la figure d'Adolf Hitler occupait une place sacrée. Il était représenté dans des sculptures, des gravures, des films et surtout dans des peintures qui cherchaient à perpétuer son image de dirigeant fort, serein et presque messianique. Parmi ses œuvres, une pièce se distingue particulièrement. Le portrait officiel d'Hitler peint par Heinrich Knier, l'une des images du Führer les plus reproduites sous le régime nazi et une œuvre aussi symbolique que son contenu. Heinrich Knier, peintre académique de tradition conservatrice, était respecté dans les cercles artistiques allemands depuis la fin du XIXe siècle. Dans les années 1930, il fut choisi pour peindre le portrait officiel d'Hitler, une tâche d'une importance symbolique capitale. Le résultat fut un tableau sobre au ton révérencieux. Hitler apparaît de face, vêtu d'un uniforme marron du parti nazi, sans gesticulation ni affectation, légèrement hors cadre, avec une expression rigide et mélancolique. Le fond neutre, l'éclairage tamisé et la composition centralisée renforcent l'intention de l'immortaliser comme une figure d'autorité presque intemporelle. Le portrait fut adopté comme image officielle du Führer dans les écoles, les administrations, les casernes, les commissariats de police et même dans les domiciles privés. Tiré à des milliers d'exemplaires, il était courant, à l'apogée du Troisième Reich, de le retrouver encadré sur les bureaux et les hôtels, parfois accompagné de drapeaux et symboles nazis. L'œuvre fut également exposée à la Haus der Deutschen, Kunst, la maison de l'art allemand à Munich, haut lieu de l'art nazi officiel où il était célébré comme un exemple du nouveau classicisme allemand. Mais avec l'effondrement du Troisième Reich en 1945, nombre de ses œuvres furent détruites par des civils allemands cherchant à effacer toute trace de leur complicité, ou par les troupes alliées réquisitionnant du matériel de propagande. Le portrait original de Knier, en revanche, survécut. Il fut confisqué par des soldats américains en avril 1945 lors du pillage d'une résidence d'Hitler, peut-être le Berghof ou un dépôt d'art du régime. Dès lors, le sort du tableau resta incertain pendant des décennies. Dans les années d'après-guerre, le portrait est resté sous la protection du gouvernement américain. Certains rapports indiquent qu'il a été transféré au siège de l'Office of Strategic Services, tandis que d'autres suggèrent qu'il était entreposé avec d'autres biens culturels saisis. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'il a été confirmé que le tableau original était en possession de l'armée américaine, plus précisément dans un entrepôt militaire à Washington. Malgré les pressions exercées par certains milieux universitaires et muséaux pour son exposition publique en tant que document historique, les autorités américaines se sont montrées réticentes à autoriser sa circulation. Elles craignent que l'œuvre ne soit utilisée comme symbole par des groupes néo-nazis ou interprétée comme une forme de légitimation esthétique du régime. C'est pourquoi, à ce jour, le portrait de Knier reste caché au public et son exposition est strictement limitée à des fins de recherche. En revanche, certaines des copies survivantes du portrait en Europe ont parfois été présentées lors de ventes aux enchères privées, suscitant la controverse et, dans de nombreux cas, étant retirées sous la pression de l'opinion publique. Le monde qui n'était pas, les cartes secrètes de la Wehrmacht. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'appareil militaire nazi s'appuyait sur une structure logistique et cartographique extrêmement sophistiquée. Les cartes secrètes de la Wehrmacht, l'armée régulière du Troisième Reich, étaient des outils fondamentaux pour planifier les invasions, les occupations, les mouvements de troupes, la construction de fortifications et les opérations secrètes. Ces cartes,
dont beaucoup étaient classés affaires secrètes de commandement, représentaient non seulement des informations géographiques précises, mais aussi la vision du monde que le régime comptait conquérir et transformer. La production cartographique allemande pendant la guerre atteignit une précision et un volume extraordinaires. Les services de l'OKH, le haut commandement de l'armée, élaborèrent des cartes détaillées couvrant des régions allant des côtes normandes à l'Oural, de l'Afrique du Nord aux Balkans. Ces cartes n'étaient pas de simples représentations topographiques. Elles comprenaient des données sur l'infrastructure ferroviaire, la qualité des routes, les points de ravitaillement, les positions ennemies, les zones minées et même la répartition ethnique et les ressources naturelles. La cartographie était également un instrument de domination. Dans les territoires occupés, la Wehrmacht et la SS utilisaient des cartes pour réorganiser l'espace selon les intérêts du Reich. Certaines versions comportaient des noms de villes germanisées ou éliminaient les références culturelles locales. D'autres servaient à concevoir la logistique de l'Holocauste. Elles indiquaient les itinéraires de transport vers les camps de concentration, les distances entre les ghettos et les nœuds ferroviaires, et même des cartes détaillées des camps eux-mêmes. Ces représentations froides et techniques contribuèrent à la destruction menée avec une efficacité bureaucratique. Nombre de ces cartes furent détruites par les nazis eux-mêmes à la fin de la guerre, conscients de leur valeur stratégique et de leur potentiel comme preuve. Cependant, des milliers d'exemplaires survécurent et furent saisis par les forces alliées, principalement les États-Unis et le Royaume-Uni. Les troupes américaines récupérèrent d'importantes archives cartographiques dans des bunkers, des trains abandonnés et des ministères vides. Dans de nombreux cas, les cartes étaient soigneusement classées par région, facilitant ainsi leur étude ultérieure. Après la guerre, ces documents furent intégrés aux archives militaires occidentales. Aux États-Unis, une partie du fonds cartographique fut utilisée par la CIA et le ministère de la Défense pendant la guerre froide. Les informations contenues dans les cartes allemandes se révélèrent utiles pour comprendre les infrastructures d'Europe de l'Est, la géographie soviétique et même pour évaluer les scénarios de conflits potentiels. D'autres furent données à des institutions académiques ou déposées dans des bibliothèques universitaires. En Allemagne, certaines cartes réapparurent des décennies plus tard, conservées dans des archives oubliées ou en possession d'anciens officiers. Ces dernières années, des projets de numérisation et de restitution historique ont permis de récupérer et d'étudier ces documents à des fins scientifiques. Les archives fédérales et d'autres agences ont œuvré pour mettre des milliers de ces cartes à la disposition du public et elles sont aujourd'hui utilisées dans la recherche sur les conflits, la mémoire historique et la représentation de l'espace dans les régimes totalitaires. Cartes secrètes de la Wehrmacht sont aujourd'hui des pièces d'une valeur documentaire exceptionnelle. Elles illustrent non seulement les capacités militaires du Troisième Reich, mais aussi sa vision de l'ordre territorial, racial et politique qu'il cherchait à imposer à l'Europe. Elles constituent des preuves tangibles de la manière dont un régime criminel a tracé des frontières à travers le monde dans l'espoir d'une domination totale. Curieusement, certaines de ces cartes ont également atteint le marché des collectionneurs militaires. Bien qu'elles ne soient pas illégales comme d'autres objets nazis, leur achat et leur vente soulèvent des questions éthiques, surtout lorsqu'elles ne sont pas contextualisées historiquement. Chaque ligne sur ces cartes, chaque route balisée ou zone ombrée est associée à des décisions qui ont coûté des millions de vies. Sang et or, la récupération de l'or nazi auprès de la Reichsbank, peu d'images, symbolisent autant le pillage et l'ambition du Troisième Reich que les montagnes de lingots, de pièces et de bijoux amassés par la Reichsbank, la banque centrale de l'Allemagne nazie. Sous la direction de Walter Funk et en coordination avec la SS, la Reichsbank devint le cœur financier de la machine de guerre et d'extermination. Là, dans des coffres souterrains, était stocké l'or volé aux pays occupés, aux banques nationales, aux victimes de l'Holocauste et à des populations entières anéanties par l'expansion du Reich. Pendant la guerre, l'économie allemande souffrit d'une pression inflationniste constante due à des dépenses militaires massives. Pour soutenir l'effort de guerre et stabiliser le Deutsche Mark, le régime recourut au pillage systématique des réserves de change. Lors des invasions allemandes, l'Allemagne confisqua les dépôts d'or de leurs banques centrales. La Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Italie et d'autres pays virent leurs réserves s'évaporer en quelques jours.
On estime qu'entre 1939 et 1945, plus de 550 tonnes d'or furent illégalement transférées à la Reichsbank. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'or d'État. À partir de 1942, les nazis commencèrent à recevoir et à fondre l'or volé aux victimes des camps de concentration. Dents, bagues, montres, médailles et autres objets métalliques furent collectés, fondus et transformés en lingots non marqués, appelés or sans histoire. Les rapports du procès de Nuremberg indiquent que la Reichsbank conservait même des boîtes étiquetées or dentaire, preuve évidente de son lien direct avec le génocide. L'or était centralisé à Berlin puis redistribué selon les besoins du régime. Une partie était utilisée pour des paiements internationaux, principalement avec des pays neutres comme la Suisse, la Suède, l'Espagne et le Portugal, en échange de matières premières stratégiques. Ces transactions suscitèrent une vive controverse après la guerre et donnèrent lieu à des enquêtes toujours en cours. À mesure que les Alliés progressaient vers la fin de la guerre, l'or fut dispersé et caché à divers endroits du Reich. L'une des découvertes les plus célèbres eut lieu en avril 1945, lorsque des soldats américains découvrirent une vaste réserve d'or nazi dans une mine de sel de Merkur, en Thuringe. Plus de 100 tonnes de lingots et de pièces, ainsi que des œuvres d'art, des billets de banque et des documents. La découverte fut si choquante qu'elle déclencha une opération de grande envergure pour sécuriser le site, impliquant même le général Eisenhower lui-même. Après la guerre, l'or récupéré fut transféré à la commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire, formée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Cet organisme devait répartir l'or entre les pays pillés par le Reich, bien que la restitution fut partielle et souvent symbolique. Tout l'or ne fut pas restitué et de grandes quantités restèrent sous contrôle allié ou disparurent dans le chaos de l'après-guerre. L'ombre de l'or nazi plane encore aujourd'hui. Dans les années 1990, la pression internationale et les révélations d'enquêtes journalistiques ont contraint la Suisse et d'autres pays à reconnaître leur rôle dans le recyclage de l'or nazi. Le rapport Bergier, publié par le gouvernement suisse en 1998, a confirmé qu'une partie de l'or fondu par la Reichsbank était entrée dans ces banques via la Banque nationale suisse. Depuis lors, des fonds d'indemnisation pour les victimes de l'Holocauste ont été créés, mais il reste encore beaucoup à faire pour que justice soit rendue. Le mal s'habille en Prada. Qu'est-il arrivé à l'uniforme personnel d'Hitler? L'uniforme personnel d'Adolf Hitler était bien plus qu'un simple vêtement. C'était un symbole soigneusement conçu pour projeter l'autorité, la discipline et l'idéal du leader charismatique. Depuis ses premières années à la tête du parti nazi jusqu'à son suicide en avril 1945, Hitler adopta une esthétique militarisée qui contribua à renforcer son image publique et son contrôle sur l'appareil du régime. L'uniforme qu'Hitler portait en public et lors des événements officiels se composait d'une veste marron clair, d'un pantalon foncé et de bottes en cuir noir. Il portait la croix de fer de première classe, médaille obtenue pendant la Première Guerre mondiale, réaffirmant son statut de vétéran et de patriote. Un brassard rouge orné de la croix gammée nazie sur son bras gauche complétait l'ensemble, tout comme l'insigne caractéristique de l'aigle impérial sur sa poitrine. Tout au long de sa carrière, Hitler commanda plusieurs uniformes à des tailleurs d'élite, certains sur mesure, d'autres plus modestes, selon le contexte. Le design évitait toute ostentation excessive afin de ne pas s'écarter de l'idéal de homme du peuple qu'il prônait. Cependant, certains éléments étaient réservés à des occasions spéciales, comme des uniformes plus élaborés avec des broderies dorées, des gants blancs et des bâtons de commandement pour les cérémonies officielles et les défilés militaires. Après la guerre, le sort de l'uniforme personnel d'Hitler fut mitigé. On sait que certaines de ces tenues furent récupérées par des soldats alliés dans le bunker de Berlin ou dans des résidences comme le Berghof, sa retraite dans les Alpes bavaroises. De nombreux vêtements furent emportés comme souvenirs ou exposés dans des musées militaires et d'histoire contemporaine, bien qu'au fil du temps, plusieurs aient disparu ou aient été détruits pour éviter qu'ils ne deviennent des objets de culte pour les sympathisants néo-nazis. L'un des uniformes les plus emblématiques est actuellement conservé à l'Imperial War Museum de Londres, où il est exposé dans un contexte historique rigoureux qui évite toute glorification du personnage. Certaines pièces sont également conservées à l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, une institution allemande dédiée à l'étude critique du nazisme. Enseignement secondaire, Asie. Le coup du train nazi considéré comme une relique bestiale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et figure marquante du Troisième Reich, exploitait un train spécial appelé le Sonderzug asien. Ce convoi servait non seulement de moyen de transport, mais aussi de quartier général mobile et de symbole de son statut au sein du régime nazi. En réalité, tous les nazis de haut rang possédaient leur propre train, appelé Sonderzugs ou chemins de fer spéciaux, le plus connu étant celui utilisé par Hitler, le Führer Sonderzug. Cependant, ce qui distingue le train de Göring de ceux d'autres hauts responsables du Parti national-socialiste, c'est qu'une grande partie de son train spécial a été préservée. Le nom de code asien, qui désignait le train de Göring, fut utilisé du 1er septembre 1939 au 30 et 1 janvier 1943. Par la suite, à partir du 1er février 1943, le train fut rebaptisé Pommern 1, tandis qu'un train auxiliaire destiné au personnel et aux véhicules reçut le nom de Pommern 2. Le Sonderzug asien était composé d'environ 15 wagons, dont la configuration variait selon les besoins. Parmi les principaux éléments figuraient des wagons de défense aérienne, ou Flakwagen, disposés aux deux extrémités du train et équipés de canons anti-aériens pour la protection contre les petits avions et les bombardiers. Des wagons générateurs alimentaient le train en électricité à l'arrêt, assurant ainsi le fonctionnement des systèmes essentiels. Viennent ensuite les voitures salon et chambres, comprenant le salon principal de Göring, les chambres du personnel et les aires de repos. La voiture restaurant, ou salon Speisewagen, était luxueuse et comprenait 2 salles à manger et une cuisine, décorée de boiseries raffinées et équipée d'appareils électroménagers modernes pour l'époque. Bien sûr, le Sonderzug asien comprenait une voiture de conférence qui servait également de centre de commandement mobile et était généralement utilisée pour les réunions stratégiques et la planification militaire. Elle comprenait également des instruments tels que des radios, des cartes et d'autres outils de communication et de planification militaire. Enfin, le train comprenait également une voiture toilette, une voiture de presse et d'autres espaces fonctionnels, reflétant l'importance de la mobilité et du confort pour les opérations de haut niveau du Troisième Reich. Le Sonderzug asien avait de multiples fonctions, la principale étant de servir de quartier général mobile pendant les heures les plus sombres de la guerre, permettant à Göring de superviser les opérations militaires et de prendre des décisions stratégiques tout en se déplaçant dans les territoires occupés. Comme mentionné précédemment, Göring aimait profondément l'opulence, le luxe et l'art, et son train servait donc également au transport d'œuvres d'art pillées. Le Sonderzug servait à transporter des œuvres d'art et des objets de valeur confisqués en Europe occupée, ainsi que d'autres biens tels que des pièces et des lingots d'or et d'argent. Finalement, Hitler décida de faire de ces trains spéciaux un symbole de pouvoir. L'opulence du train reflétait le statut de Göring au sein du régime nazi, prolongeant ainsi son image publique. Le train effectuait de fréquents trajets entre Berlin et le quartier général de Göring, connu sous le nom de Jägerhof, situé près de Rastenburg en Prusse orientale. Il était également utilisé pour les visites sur les fronts et pour d'autres missions officielles. Avec l'effondrement du Troisième Reich en 1945, le sort du Sonderzug asien devint incertain. Certains de ces wagons furent capturés par les forces alliées, tandis que d'autres furent réutilisés ou démantelés dans les années qui suivirent la guerre. L'un des wagons de défense anti-aérienne fut identifié à Delitzsch, en Saxe, puis transformé en ambulance pour les chemins de fer de la République démocratique allemande dans les années 1970. Malgré les efforts déployés pour retrouver et préserver des éléments du train, une grande partie de sa structure d'origine a été perdue ou demeure introuvable. Néanmoins, le Sonderzug asien demeure un témoignage de l'utilisation des infrastructures ferroviaires par le régime nazi à des fins militaires, logistiques et de propagande. Encre indélébile, la découverte des journaux d'Hitler et d'Eva Braun. Les journaux intimes d'Adolf Hitler et d'Eva Braun offrent un aperçu rare et fascinant de la vie personnelle du Führer et de sa compagne, dont la relation fut marquée par la discrétion, l'isolement et les drames des dernières années du Troisième Reich. Bien que tous deux aient conservé une vie publique discrète, leurs écrits privés, toujours convoités par les historiens, les chercheurs et les collectionneurs, ont livré des détails essentiels sur leurs pensées, leurs émotions et leur quotidien dans un contexte historique mouvementé. Eva Braun, née en 1912,
entra dans la vie d'Hitler dans les années 20 et resta sa compagne pendant près de 2 décennies, jusqu'à leur suicide conjoint en avril 1945. Cependant, elle resta toujours dans l'ombre, loin du pouvoir visible et de la scène politique. Ses journaux, lettres et photographies personnelles, où elle retranscrivait ses sentiments, ses activités et sa vision du monde, furent retrouvés après la guerre dans les bunkers et les résidences où il vivait. Les écrits d'Hitler, en revanche, sont beaucoup plus rares et fragmentaires, sa vie étant dominée par la nécessité de maîtriser son image publique et de maintenir un profil de leader inflexible. Cependant, quelques notes personnelles, brouillons et journaux intimes subsistent, révélant des aspects méconnus de sa personnalité, de ses réflexions sur l'art, la politique et la guerre, à ses moments de doute, d'irritation et d'obsession. Après la chute du Reich, de nombreux documents personnels furent pillés, détruits ou dispersés. Les journaux d'Eva Braun en particulier tombèrent entre les mains d'officiers et d'agents de renseignement alliés, qui comprirent leur utilité pour décrypter la psychologie d'Hitler et de son entourage. Au fil des ans, des fragments apparurent dans des archives et des collections privées, suscitant des débats quant à leur authenticité et au droit de les divulguer. Certains de ces écrits sont aujourd'hui conservés dans des musées et des archives historiques, comme l'Institut d'histoire contemporaine de Munich et la bibliothèque présidentielle Franklin D. Roosevelt. D. Roosevelt aux États-Unis. Dans les 2 cas, l'exposition met fortement l'accent sur le contexte historique, évitant toute tentative de romantisation ou de justification. Les journaux intimes révèlent une Eva Braun aspirant à une vie normale et simple, loin de la politique, mais prise dans le tourbillon d'un régime totalitaire. Ses écrits révèlent son inquiétude pour la santé d'Hitler, son ennui dans le bunker et son mélange de loyauté et de désespoir dans ses derniers jours. Les écrits d'Hitler, en revanche, révèlent un esprit obsédé par la guerre et le sort de l'Allemagne, mais aussi par la préservation de son propre héritage. Ces dernières années, la numérisation et la publication contrôlée de ces journaux ont ouvert de nouvelles perspectives à la recherche et au débat universitaire, tout en évitant le sensationnalisme. L'accès à ces écrits a également permis un regard critique sur la manière dont l'histoire personnelle est inextricablement liée à l'histoire politique et sociale d'une époque.